Bienvenue à tous du coup pour ce deuxième webinaire Fall Co. L'idée, on a lancé ces webinaires là tout récemment justement pour qu'on puisse échanger directement avec vous sur des thématiques générales sur le foil, sur le windsurf, qu'on est un peu sur plusieurs gammes de sports avec, on peut le voir derrière l'écran, mais avec plusieurs marques. Là, l'idée, c'est de faire vraiment un webinaire orienté design foil, du coup avec Marc Ménec qui est ingénieur R&D au sein d'AFS et Antonin Poirier qui ingénieur production et produit au sein aussi de la marque. Donc, vous allez pouvoir échanger avec eux. Globalement, comment ça va se passer en quelques mots? En fait, il va y avoir une première partie où ça va être de la présentation, on va dire, sur le design, comment on conçoit, vraiment de façon générale, hein, pas forcément un focus sur le Windfoil directement, mais voilà, bon, il y a Tanguy derrière notre représentant d'entreprise qui fait aussi sa petite promotion en mettant le marquage AFS. Mais voilà, c'est une première partie donc sur le design. Après, on pourra discuter de tout ce qui est autour de phase de prototypage, notamment avec Antonin. Et après, on aura vraiment sur la fin en fait une partie où vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Pour ça, en fait, pour éviter que ce soit trop compliqué, vos micros ne seront pas directement activés. Il suffira juste de passer votre souris sur l'écran et en fait, vous avez un petit onglet converser en bas. Vous cliquez dessus et ça va ouvrir un petit chat sur la droite et vous pouvez poser toutes vos questions ici. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation au début et on y répondra en fait au fur et à mesure à la fin. Donc, si vous avez des questions dès maintenant, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, petit onglet, passez votre souris sur l'écran ou votre doigt si vous êtes sur mobile et cliquez sur l'onglet converser. Voilà, donc un grand merci pour votre présence. On va lancer ça. Donc, je vais commencer, je vais tout de suite laisser la parole du coup à Marc pour tout de suite lancer le sujet des designs du foil. Marc, merci pour ta présence et puis je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Alors pour commencer, en fait, je pensais, du coup on peut commencer par une petite présentation avec quelques concepts un peu basiques sur comment fonctionnent les foils de manière générale. Donc en gros, j'ai préparé quelques slides et je vais vous les partager et puis après on pourra rediscuter de tout ça, quoi. L'idée, c'est juste d'avoir quelques notions et un peu de vocabulaire que je suis sûr que vous avez déjà. Alors, c'est parti. Nickel, on voit bien tes slides. C'est bon? Oui. Alors, ça part. Hop. Voilà. Ok. Donc en gros, l'idée, c'est de commencer par le foil en général et puis après de se focuser sur ce qu'on fait nous, quoi. Du windfoil, du subfoil, du surfoil et du windfoil. Alors en gros, un foil, juste pour avoir un peu de vocabulaire et de notion, c'est défini par son envergure. Après, la forme vue de devant, ça peut être une forme, enfin, ça peut avoir n'importe quelle forme. Ici, on a une forme arrondie vers le bas, disons, et ça, c'est de l'anédral. Vers le haut, ce serait diédral. Donc, pour continuer sur le vocabulaire, un foil ou une aile, elle a une forme vue de dessus aussi, qui a une influence après, sur ses performances, sur les réactions et tout ça. Dans la foil aussi, obligatoirement, il y a la section. Et on parle de corde, qui est une coupe en gros du foil. Voilà un peu pour le vocabulaire, en fait, pour définir un foil. Après, on parle aussi d'allongement ou d'aspect ratio, souvent. C'est quand on parle d'aile ou de foil. En gros, c'est une relation entre la longueur des ailes, l'allongement des ailes, l'envergure des ailes et la surface. Ici, juste pour donner un petit exemple, un planeur, du coup, qui est un avion super efficace, il a un aspect ratio de 33. Et là, on a un autre avion moteur, qui est un Cherokee, et vous voyez, il a un aspect ratio ou un allongement de 5,6. Et en fait, cet allongement, il a une répercussion sur les performances du foil au niveau de la traînée et de la portance. Donc c'est important. Après, l'importance du foil, avec un peu tout le vocabulaire qu'on a parlé à l'instant, faut pas avoir peur, c'est une petite formule mathématique en gros, mais c'est la base du foil, disons, quoi.
de la portance. Donc, je parlais de la surface qui est un paramètre important. La vitesse, ρ, c'est la densité. La densité de l'eau dans notre cas. Et dans l'air, pour les avions, du coup, c'est la densité de l'air. Et on a un coefficient CL qui, lui, est dû souvent à la forme de la section et à d'autres paramètres. Et en fait, avec tout ça, on calcule c'est la formule, disons, magique, un peu basique, pour calculer la portance d'une aile ou d'un foil. Et le L, du coup, c'est la portance. Donc, pour conclure, ça dépend de la vitesse au carré, de la surface et de deux autres coefficients. Oups. Donc voilà, ici, c'est juste l'exemple d'une aile et de la section. Alors après, pour revenir sur la section, en fait. Donc, en fait, les ailes, elles sont dans un fluide. Et plus on va vite, plus ça lift, mais aussi plus on augmente l'angle, ce qu'on appelle l'angle d'attaque, plus on crée de la portance, mais en même temps, plus on crée du lift. Alors là, il y a c'est une petite animation, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ce qui se passe, du coup, il y a du vert sur la partie haute de la section, ici. Ici, il y a une dépression. Ici, il y a une surpression. Et cette différence entre les deux nous crée la portance. Donc voilà, donc plus on augmente, ici on a une vitesse constante, donc plus on augmente l'angle, ici que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, c'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque, en fait, c'est l'angle que prend l'aile ou la section. Plus le lift augmente, plus on a un effet, une différence entre la pression et la dépression, et c'est ce qui crée la force. Et en même temps que la force augmente, la traînée augmente. Après, maintenant, pour revenir à ce que l'on fabrique et qu'on dessine ici, juste du vocabulaire, je pense que beaucoup d'entre vous le maîtrisent déjà. En fait, du coup, on a l'aile avant, le stabilisateur à l'arrière, on a le fuselage et le mât. Alors, comment s'équilibre tout ça, en fait? Comment ça marche, en fait? Donc, en gros, il faut déplacer notre poids. Donc, pour soulever notre poids, avec ce qu'on a vu précédemment, il faut qu'on ait une certaine vitesse, une certaine surface et un certain angle dans notre foil. Donc on a une force propulsive qui, suivant le support qu'on utilise, peut être une voile ou une pagaie, suivant ce qu'on pratique. Et c'est ce qui nous donne la vitesse. Donc si on atteint une vitesse suffisante, on décolle. Mais après, il y a toute une notion d'équilibre, en fait. Il faut arriver à équilibrer. C'est pour ça que sur un foil, on a une aile et un stabilisateur. Parce que si on regarde les flèches, les flèches vertes doivent compenser les flèches rouges. Et tout doit s'équilibrer. Parce qu'ici, on peut voir que les flèches sont décalées. Cette flèche rouge est décalée par rapport à celle-là. Donc, il faut compenser. Et c'est pour ça qu'on a un stabilisateur, en fait. On a un mouvement, si on n'avait pas de stabilisateur, on aurait un mouvement où la planche aurait tendance à tomber, disons, à avoir le nez qui tombe dans l'eau. Donc, je me permets de te couper, Marc. Du coup, juste en fait, par rapport à ce schéma-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'aile avant a vraiment le rôle de portance, mais en fait, le stabilisateur, au final, a le rôle inverse de l'aile avant. Ouais, en fait, le stabilisateur, c'est ce qui sert à équilibrer l'ensemble, en fait. C'est ce qui permet d'avoir un système équilibré. Et en plus de ça, ça additionne toutes les autres forces qui sont les traînées de chaque partie du foil, ou quand on est dans l'eau, avant le décollage, on a aussi la traînée de la planche. Et donc tout ça, à chaque moment, en fait, quand on navigue, on a un équilibre qui est plus ou moins stable. Et ça rentre justement dans il y a plein de paramètres dont on pourra parler plus tard, qui font qu'un foil est plus ou moins stable. J'espère que c'est assez clair. Ouais, n'hésitez pas, au moment de la présentation, hein, toujours dans l'onglet converser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez. Mais je te laisse la main, Marc. Ok, donc ça on a vu qu'il y avait du coup, c'était toutes les forces appliquées, si on peut appeler ça un système.
qui est la personne, le foil, la planche, la voile ou la pagaie. Et tout ça doit trouver un équilibre à tout moment, en fait. Et le contrôle d'équilibre, parce qu'un foil, en gros, c'est comme un avion. Il y a une aile et il y a un stabilisateur à l'arrière. Mais dans le cas d'un avion, on a un contrôle mécanique. On peut jouer sur des parties mobiles. Et dans le cas d'un wingfoil, d'un sweepfoil, on n'a pas de partie mobile. Et en fait, le seul paramètre sur lesquels on peut jouer, c'est la force propulsive et la position de notre poids, parce qu'on ne varie pas de poids pendant qu'on navigue. Donc, c'est les seuls critères sur lesquels on peut jouer. Le déplacement de notre poids et la vitesse. Donc là, c'est juste un petit exemple, en fait. On a vu que plus il y avait de l'angle d'attaque, plus il y avait que la portance était proportionnelle à l'angle d'attaque et la vitesse. Donc, mais par contre, notre poids ne change pas. Donc, quand on n'avance pas très vite, il faut donc donner plus d'angle d'attaque pour générer le même poids. Et plus on va aller vite, moins on a besoin d'angle d'attaque pour générer ce poids-là, notre poids. Donc là, en gros, là sur la droite de mon écran, il y a la vitesse. Et en fonction de la vitesse, on voit que la planche s'aplatit, mais que la force reste constante. Donc là, on a 18, 19 nœuds, 20 nœuds, 21. Voilà. En gros, là, on joue juste sur l'angle d'attaque, mais on soulève toujours le même poids. Je me permets de poser une question, du coup, Ouais. d'un point de vue pratique, du coup, c'est typiquement quand on parle de pied arrière, pied avant, c'est-à-dire que plus on va être dans du coup, moins de vent, on va être plus sur du pied arrière et plus on va venir à prendre de la vitesse, plus basculer sur le pied avant. Voilà. En fait, on mettra du pied arrière pour aider à prendre de l'angle d'attaque, du coup, pour soulever le nez de la planche. Et plus on ira vite, plus on va avoir besoin d'écraser le nez de la planche. OK. Et en gros, juste en petite conclusion, en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler les facteurs de design d'un foil. En fait. Quand on dessine un foil, on pense la vitesse de décollage, donc la plage d'utilisation qu'on vise un peu. Et ça, les facteurs dans le design, ce qui détermine principalement cette vitesse de décollage, c'est la taille des ailes et la traînée du foil. Après, un autre critère qui est important, c'est la stabilité longitudinale. Ça dépend de la position du surfeur ou du windsurfer. Ça dépend aussi de la position de l'aile et du stab, de la surface de ses ailes, et un dernier paramètre, c'est la longueur du fuselage. En fait. Donc ces paramètres-là, il faut jouer avec, et c'est ce qui nous donne notre critère de stabilité. Si on veut faire un foil très stable, on aura par exemple un fuselage plus long avec un stab plus grand, par exemple. Mais ça dépend, pareil, où est placé l'ensemble, si on peut appeler l'avion. Ce que j'appelle l'avion, c'est l'aile avant, le stab et le fuselage. Après, pour un facteur de design aussi, il y a la vitesse max. Sur la vitesse max, on va aller chercher un minimum de traînée et une surface d'aile et de stabilisateur plus petite, en fait. Mais du coup, là, on décale ce qu'on gagne en vitesse max, on perd en vitesse de décollage. C'est-à-dire que notre vitesse de décollage sera retardée. Après, les autres critères sur lesquels on joue, suivant la forme qu'on donne un peu à nos ailes, si on a des winglets, la position de l'aile par rapport au mât, on joue sur le lacet, la gîte. Après, le décrochage, là, c'est plus sur les profils qu'on travaille, les sections. Et enfin, sur le pumping, pareil, là, c'est les sections qui rentrent en jeu, le pumping en surf, et la position des ailes et la taille des ailes. Voilà en gros une première approche. J'espère que ça a été assez compréhensible. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, parfait. Merci Marc. Donc, Marc, n'hésitez pas, comme il l'a dit, à me poser des questions si ça passe. Si vous avez encore des questions par rapport à ça, de toute façon, on y reviendra au fur et à mesure. J'aurai quelques questions aussi à la fin, mais je pense que ça peut être intéressant. On fera un mix avec justement les retours d'Antonin et tes retours à toi
Mais pour ceux qui sont arrivés pour poser des questions, c'est l'onglet Converser. Vous passez votre souris sur l'écran et l'onglet Converser, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Top. Antonin, du coup, je vais te laisser la parole. Donc, Antonin, comme j'ai dit au début, qui s'occupe de toute la partie produit et production des foils. L'idée, c'est un peu une fois qu'on a la partie, design, comment au sein de l'entreprise, en fait, vous passez de cette partie design à la phase prototypage et test. Ok. Bonjour à tous. Donc, c'est bon pour le son là? On m'entend bien? Nickel. Parfait. Donc, du coup, ouais, alors, on est toute une équipe de testeurs donc chez Foilenco et on participe tous à développer le matériel. Donc, du coup, le point de départ, ça va être déjà définir un besoin. En fait, pourquoi est-ce qu'on va prototyper une aile, un stab, un fuselage ou un mât? Et on répond d'abord à un besoin et une amélioration de la gamme ou compléter une gamme existante. Alors, pour ça, on a deux possibilités. Alors, soit on part d'un produit qu'on connaît et on va l'améliorer ou alors l'adapter à une nouvelle pratique, sachant qu'on connaît très bien le produit et qu'on veut juste se faire évoluer vers une version numéro 2. Ou alors, on va partir d'une feuille blanche en répondant à un nouveau besoin du marché. Donc ça, c'est valable à la fois pour le marché du wingfoil ou alors le marché du sup, surf et maintenant wingfoil, quoi. Donc voilà. Donc une fois que le design a été fait, donc en collaboration Marc et Tanguy, donc on a une possibilité chez Foilenco de faire des prototypes donc nous-mêmes de façon très rapide grâce à un parc machine donc avec 3 CNC, donc c'est des machines à commande numérique qui nous permettent en général en moins de 2 jours de sortir un moule prototype et de sortir la première pièce prototype. Donc, grâce à une techno de moule particulière qu'on a développée au fil des années. Voilà. Donc, on usine ça en général dans des matériaux assez tendres, ce qui nous permet de faire des moules très rapidement et de pouvoir aller tester le plus rapidement possible les prototypes décidés. Donc voilà, une fois que les prototypes sont réalisés à l'atelier, en général, on effectue tout un contrôle des pièces. En général, on sort un proto, 2 protos, on vérifie que tout est conforme à la maquette numérique, donc à ce qu'a dessiné Marc sur son PC. Et ensuite, place aux essais, on choisit les bonnes conditions dans lesquelles sont destinés à être utilisé le prototype en question. Donc là, on est plusieurs testeurs chez Foilenco, donc plusieurs gabarits. Donc moi, je suis plutôt gabarit léger. On a des gabarits de 75-80 kg et des gabarits, on va dire, autour de 90 kg, ce qui nous permet aussi d'avoir des retours différents et selon aussi le niveau de chacun et la pratique. Donc on a plutôt Bruno, lui, qui aime bien naviguer sur des planches pas trop larges avec du matériel plutôt freeride, avec des voiles sans camber. Et ensuite, il y a Emric et moi-même qui sommes plutôt habitués à naviguer plutôt en mode course slalom, donc plutôt avec des voiles camber ou des voiles free race. Et enfin, on a Julien qui développe avec nous et qui lui a vraiment une optique slalom speed. Voilà. Donc on a vraiment une palette de testeurs complète qui nous permet aussi d'avoir l'avis de chacun et pouvoir s'adapter au plus grand nombre, au grand public, mais aussi aux catégories un peu extrêmes des navigateurs. Donc, on développe avec du matériel, avec tout le matériel qu'on a, c'est-à-dire des planches qui vont de 72 à 91 de large. Et avec quand même, on se concentre sur des planches, on va dire grand public, autour des 80-85 de large, 83 maintenant avec la nouvelle compacte. Et, ce qui nous permet, encore une fois, de pouvoir tester les foils dans des conditions variées, avec des planches qui ont beaucoup de puissance, voire des planches, au contraire, avec lesquelles il faut laisser glisser le matériel. Donc voilà, on contraint le matériel vraiment de façon différente, avec des gabarits différents et des styles de navigation différents. Et ça, c'est super important dans le développement. Et ensuite, pouvoir aussi en discuter. On n'est pas toujours d'accord et on arrive souvent à des conclusions sur lesquelles on est tous d'accord. Et là, on sait que le prototype est abouti, en fait. Voilà. Donc, au sein des tests, on essaie de naviguer dans des conditions un peu variées, essayer de pousser le matos dans des conditions assez fortes, voir si le matos tient, si c'est stable, même dans la houle, quand il y a du courant, etc. Et à l'inverse, on essaye aussi d'y aller un peu plus en finesse, laisser le foil glisser sous l'eau, voir comment il réagit de façon neutre, en fait, sans qu'on lui rentre forcément dedans, ce qui nous permet ensuite de déterminer les angles optimaux pour les ailes et les stabs.
et ensuite d'arriver à quelque chose qui marche vraiment dans un maximum de conditions pour un maximum de pratiques. Voilà, effectivement, après, on va aussi chercher à faire varier les positions de strap, les positions de pied de mât. Je parle pour le wingfoil essentiellement là, pour et également voilà, parce qu'on navigue avec nos planches, mais on est obligé d'avoir des foils qui fonctionnent sur toutes les planches du marché. Donc voilà, on essaie de varier vraiment tous les paramètres, pas que les paramètres du foil, pour pouvoir comprendre et adapter au mieux le matériel. Voilà, donc une fois qu'on a validé les protos ou pas, d'ailleurs, si on ne valide pas le proto, bah, on va faire un deuxième proto, on va améliorer, on va essayer de comprendre ce qui va pas sur le proto, changer les angles, changer les épaisseurs, etc., les profils, éventuellement les oreilles ou pas, donc ce qu'on appelle les winglets, hein, c'est les espèces d'oreilles qu'on peut avoir sur certains types d'ailes ou de stabs, comprendre pourquoi ça marche pas, et éventuellement remodifier les protos donc toujours sur notre parc machine avec l'aide de nos machines-outils, quoi. Une fois que donc les prototypes sont validés et testés par l'ensemble de l'équipe, donc on va lancer en fait le premier moule de série, donc des moules en aluminium, donc toujours usinés sur notre parc machine. Et avant la mise en production, on va toujours naviguer avec les premières pièces qui sont sorties du moule pour vérifier que la pièce qui va être mise en série évidemment colle en fait aux sensations qu'on a pu avoir sur les versions prototypes. Et ce qui nous permet de nous assurer qu'on a une pièce qui est conforme aux sensations qu'on avait, et que les clients qui viendront nous poser des questions ensuite sur le produit, et ben, on pourra les renseigner en fonction de ce que nous, on avait senti, et les réglages qu'on avait trouvés, quoi. Donc voilà, si besoin, on ajuste, et ensuite, bah, on peut lancer la mise en production. Donc voilà un peu le circuit prototype et comment ça se passe chez Foil & Co et avec les produits AFS, quoi. Ok, top. Merci Antonin. Et juste ça me fait remonter sur une question en termes de délai. Tu l'as annoncé, typiquement quand il y a par exemple l'envie de créer un nouveau produit, qu'il faut compter combien de temps justement entre la phase peut-être marque plutôt de design, ensuite de prototypage et avant que justement le produit arrive concrètement sur le marché? Bah après, une fois qu'on a le design sur ordinateur, le moule peut être usiné, comme je disais, très rapidement. C'est-à-dire qu'on va être sur des moules en bois ou des moules en lab qui vont être usinés dans la journée. Ou si on a décidé qu'en début de semaine, il fallait qu'on sorte la première pièce pour le week-end pour pouvoir tester parce qu'il y avait des conditions en fin de semaine, bah, c'est tout à fait possible. Après, on s'adapte aussi en fonction des conditions, en fonction aussi de l'activité de l'entreprise. Et ensuite, ouais, ça peut être très rapide, comme je disais, hein, si on veut sortir un proto en 2 jours, c'est largement faisable. Ensuite, le temps que ce soit testé, on essaie quand même de tester le prototype sur quand même plusieurs sessions, avec, comme je disais, plusieurs conditions, plusieurs types de plans d'eau, et aussi avec tous les différents testeurs pour avoir un maximum de retours. Donc, en général, si on veut aller rapidement, en 2-3 semaines, tous les tests peuvent être validés, et on peut lancer par la suite le moule de production, quoi, et ensuite revalider. Donc, on va dire en gros, en l'espace d'un mois, un mois et demi, grand max, voire même moins, si tout se passe bien, si le proto est validé d'un coup et que tout se passe bien, en moins d'un mois, on peut avoir une pièce qui soit lancée dans la gamme, en fait. Ok, ça marche. En omettant toute la partie commerciale, etc. Mais si on veut, en production, on est réactif là-dessus, quoi. Ah non, c'est ça qui est intéressant, c'est vrai que tu l'as précisé, mais je le reprécise. En fait, toute la production des moules et tout est internalisé. Je pense que c'est aussi une des valeurs aujourd'hui, je pense, d'une de nos marques, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment maîtriser la chaîne de A à Z et de pouvoir autant prototyper que faire de la production par la suite. Top. Je vois que les questions commencent à arriver. Je commence à les prendre parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont tombées. On continuera après justement nos échanges, mais il y en a qui sont complètement liés à ce qu'on vient de dire. La première, sur l'aspect design, marque, il y a une question sur est-ce que des simulations sont faites au niveau de la performance des ailes d'un point de vue donc CFD, donc écoulement fluide. Est-ce que vous prenez en compte les interactions entre le foil et la surface de l'eau, sinudiphasique? On rentre vraiment dans des techniques pour le coup. Il disait, j'imagine que la variation de pression induite par le profil doit déformer la surface, particulièrement lorsque l'on est plus haut sur l'eau.
je te laisse prendre le relais, parce que ça sort de mes compétences. Yes. Ok, non, c'est une bonne question. On fait un peu de simulation, mais en fait, on est comme le commentait Antonin précédemment, on est sur des foils qui sont des petits foils, en gros, rien à voir avec un foil de classe America ou d'IMOCA. Donc, on est sur des petites tailles. Vu qu'on a la capacité, nous, ici, à faire des prototypes dès que ça sort d'un ordi, en fait, en 3 jours, on peut avoir un prototype, quoi. Donc, en fait, il y a un espèce d'équilibre entre faire beaucoup de CFD, de calcul hydrodynamique, et aller tester sous l'eau. Et à l'échelle de la taille de nos foils, souvent, je dirais, c'est plus rapide d'aller tester sur l'eau, quoi. On fait de la CFD, mais on en fait, je pense, beaucoup moins que si on avait des grands foils, quoi. Parce que, en fait, au prix de revient et au temps passé, avec la vitesse à laquelle on peut générer des prototypes, on fait plus du prototype que de la CFD, en fait. On a des petits outils qu'on a développés nous-mêmes de calcul hydrodynamique simplifié, qui tournent très très vite, avec lesquels on dessine nos foils. Et c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de CFD poussé, en fait, sauf sur des cas très particuliers. Mais voilà, si on a une idée, on a fait nos petits calculs avec nos petits programmes développés en interne, et puis voilà, on le dessine et on le fabrique, et on le voit, et on a la réponse en une semaine, quoi. Donc, alors dans certains cas, c'est intéressant, mais le chemin le plus court pour nous, c'est directement le prototype, quoi. Ok, ça marche. J'ai une autre question encore sur l'aspect design. Enfin, voilà, aussi sur l'aspect design. Concernant la vitesse de décollage, on privilégie plus la surface de l'aile avant ou la surface de stab pour une Alors, configuration subfoil downwind avec départ vitesse nulle? on privilégie la portance, quoi. Du coup, on va privilégier l'aile avant, en fait. Mais du coup, c'est ce que je disais avant. En fait, plus on a une grande aile, plus après on traîne et plus on va plafonner dans les vitesses hautes, quoi. En fait, c'est toujours ce fameux équilibre entre décollage et vitesse de pointe. Et pour gagner quelques dixièmes de nœud au décollage, il faut rajouter quand même un paquet de surface, quoi. Donc, parce que tout ça évolue avec la vitesse au carré. Donc ça va très vite. On a besoin de beaucoup de surface pour décoller un nœud plus tôt, par exemple. Et par contre, on va plafonner aussi très très vite, quoi. Donc le dessin d'un foil, c'est un curseur qu'on place, quoi. Et puis bien sûr, après, ça dépend de chaque personne, de la morphologie et de la pratique de chacun. Mais ouais, c'est l'aile avant. Ok. Ça marche. Les questions continuent. Alors là, pour le coup, c'est plus une question orientée pratique. C'est 2 fois que la question retombe, donc je pense apparemment il y a une demande par rapport à ça. On ne rentrera pas dans les détails, hein, je mets tout de suite en garde sur les futurs développements. Il y a des choses qui sont confidentielles, donc on ne rentrera pas forcément dans le détail des produits qui sont en cours. Il y a une question, mais au final où je peux aussi y répondre, c'est verra-t-on apparaître des ailes de Winfoil, un type Winfoil, donc type perf sur la gamme alpha, pour essayer justement d'aller chercher de plus haute vitesse? On a conscience, pour répondre, parce que la question est revenue 2 fois, on a conscience en fait que le monde du Wingfoil, en tout cas, est un marché qui se développe très rapidement. On est vraiment à l'écoute justement des différents retours qu'il peut y avoir, et pour essayer d'adapter nos produits et créer de nouveaux produits qui pourraient convenir à chaque fois aux nouvelles pratiques. On a conscience justement que le marché du Wingfoil RICE est en cours de développement. Il y a des choses qui sont en développement. Je n'entrerai pas plus dans les détails, mais il y a des choses qui sont en développement. Pour continuer, du coup, on revient sur le côté design. 2 questions. La première de Mathieu. Considérez-vous ou négligez-vous la flexibilité du foil dans vos simulations? Alors, dans la simulation, non, on fait des calculs de structure, principalement sur les mâts et surtout en Wingfoil. Là, récemment, on a développé, le dernier mât qu'on a sorti, on a fait beaucoup d'essais. Puis on a même un banc de test dans l'usine, en fait, parce que pareil, ça dépend des pratiques. On cherche plus ou moins de rigidité ou de tolérance, quoi. Donc, pareil, on
on cherche le compromis, quoi. Donc on fait des calculs et après on teste aussi. Et on teste pour la rigidité, on joue sur les drapages. On utilise différents carbones. On a du carbone au module, ultra haut module. Et on fait tester à chaque fois. Là, pour le mât, on a sorti je ne sais pas combien de mâts avec des drapages différents pour voir lequel était le. Parce qu'en fait, la rigidité est souvent associée à la performance, mais la rigidité, comme trop de rigidité, ça peut aussi rendre un foil plus instable. Donc c'est pareil, c'est un critère sur lequel on joue, quoi. Et c'est un critère important. Du coup, on en tient compte dans nos designs, en fait. Et la rigidité, ça vient aussi de l'épaisseur des sections. Donc voilà, c'est l'épaisseur des sections et les matériaux. Mais c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Ok, ça marche. Merci Marc, je continue parce qu'il y a des questions toujours sur le côté design. Donc une question de Lucille, le poids du rider influent-il sur la vitesse via la transmission de puissance peut-être? Alors le poids du rider, ouais, en fait parce que en tout cas en wingfoil, il peut développer plus de puissance, peut prendre des voiles plus grandes. En fait, oui, c'est comme en slalom, quoi. Les costauds vont plus vite, quoi. Mais après, c'est pas forcément vrai parce qu'après on peut aller avec des ailes plus petites, mais ouais, je dirais que quand même, oui, le poids du rider, parce qu'en fait, après l'histoire, c'est la puissance et la capacité à tenir son foil, quoi. Donc potentiellement, quelqu'un de plus lourd peut tenir plus longtemps son foil, quoi. Mm-hmm. Ok, non, je vois justement le comparatif de puissance. Ça me fait penser tout de suite, tu vois, à Antoine Albo, justement, pour reprendre un exemple dans le monde de la planche à voile, qui est quand même un beau bébé, on va dire, et qui a besoin, qui a aussi les conditions physiques au final pour tenir la puissance derrière de ce matos, quoi. Super, et on continue toujours sur c'est une discussion qu'on a eue parce que ce midi il y avait le repas de fin d'année de l'entreprise et c'est une discussion qu'on a eue justement à plusieurs sur le biomimétisme. Va-t-on voir apparaître des bosselages et irrégularités sur les bords d'attaque et bords de fuite comme on pourrait trouver sur les IMOCA? Alors, c'est un vieux sujet en fait, parce qu'il y a les premiers safrans comme ça ont dû être dessinés, ça fait 15 ans je pense, sur la coupe. En fait, il y en a sur les IMOCA aussi. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de retarder le décrochage en fait. Alors après, ça marche, ça marche pas, je pourrais pas dire, je pense que ça retarde le décrochage, mais après en ce qui est performance et performance, que j'appelle performance, et vitesse et tolérance, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Mais l'idée derrière cette chose-là, c'était quand ça a été dessiné, les premiers coups, c'était pour du safran en fait. C'était quand il y a besoin de donner des angles de barre assez violents, c'est de retarder par exemple un safran qui décroche à 15 degrés. L'idée de lui mettre ses bosses, c'était de retarder peut-être que le safran est à 16, 17. C'était l'idée qu'il y avait derrière ces designs-là, quoi. Alors aujourd'hui, savoir si ça marche. Enfin, j'ai pas essayé, je ne suis pas capable de dire, mais il n'y a pas vraiment d'études approfondies sur enfin, que je connaisse. Voilà. Ouais, sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Ok, ça marche, super. On commence à avoir on va reprendre, enfin, on commence à avoir répondu, je crois, à la plupart des questions. Donc, continuez, n'hésitez pas, on va reprendre nos discussions en cours pour aussi vous informer sur d'autres choses. Mais voilà, toujours, si vous avez des questions pour ceux qui sont arrivés, en onglet converser, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Pour continuer justement sur la discussion qu'on avait, là on a beaucoup parlé justement d'ailes, de tests prototypes. Il y a un autre, et de mât aussi, on a parlé un petit peu moins du fuselage. Justement, aujourd'hui, on voit de plus en plus différentes tailles de fuselage. Je prends l'exemple pour le coup de notre gamme. On a la gamme Alpha pour plus le wing, sup, surf. On va plus être sur des fuselages courts. La gamme wingfoil, on a tendance à aller vers des fuselages plus longs. Justement, c'est quoi aujourd'hui au final les avantages et inconvénients d'un fuselage plus ou moins long?
C'est pour moi? Pour tous les deux, on peut, je pense Antonin aussi, si tu Ok. veux répondre avec plaisir. En fait, alors la taille du fuselage, comme je disais précédemment, en fait, il y a une notion d'équilibre. Du coup, le fait de reculer le stab, on entraîne ce qu'on appelle une marche statique. On est plus stable. Enfin, ça dépend où est notre aile. Ça dépend. Un même foil, si on recule, si l'aile ne bouge pas et qu'on recule le stab, et à même surface, on a plus de stabilité longitudinale. Après, ça fait aussi des foils qu'on appelle plus puissants, en fait, parce que du coup, on crée du moment à l'arrière. Donc, obligatoirement, on a des foils où il faut appuyer beaucoup plus et qui peuvent saturer en vitesse aussi. Mais c'est vrai que plus on a un fuselage long, en fait, cette stabilité qu'on gagne, ça nous permet aussi d'être moins sur des œufs à basse vitesse, quoi. Mais après, ça aussi, c'est des avantages que c'est beaucoup plus puissant et plus dur à tenir après à certaines allures, quoi. Donc c'est comme toujours, il y a tout le temps un curseur, quoi. Ça dépend ce qu'on cherche dans un foil. Voilà. Si on veut faire du prêt, on aurait tendance à aller vers du prêt serré, on aurait tendance à aller vers des fuselages plus longs. Et voilà, c'est toujours la même chose. C'est un curseur. Et du coup, c'est ce qui explique en fait globalement la différence entre la gamme globalement alpha Windfoil, où la gamme alpha, on va être plus sur du fuselage court parce qu'on n'est pas forcément pour le coup en recherche de remonter au vent. Et à l'inverse, la gamme Windfoil, où on peut aller plus dans toutes les allures possibles. Ouais, mais sur de l'alpha, en fait, on cherche à être plus maniable aussi. Donc, on cherche un peu, entre guillemets, à être moins calé. Donc, c'est ce qui fait que en fait, c'est un autre objectif, quoi. C'est quelque chose de maniable, ça tourne mieux, ça carve. C'est une autre pratique, en fait. Donc, d'où le fait des petits fuselages. Ok, ça marche. En windfoil, on va surtout aller chercher de la stabilité. C'est ce qui s'est passé sur le développement du fuselage qu'on a sorti à l'automne, le 94. Sans aller vers des choses extrêmes, on a cherché avant tout à avoir quelque chose d'un peu plus stable en longitudinal, en écartant un petit peu les plans porteurs. En fait, c'est ce que tu disais, Marc. Après, en pratique, ça se ressent effectivement par de la stabilité, un peu plus de stabilité, notamment à basse vitesse. Sur un fuselage de 94,5, on ne va pas aller chercher non plus des performances au près de malade comme on peut l'avoir sur des foils de race qu'on trouve sur le marché. Et c'est surtout un confort de navigation, une facilité supplémentaire dans l'apprentissage, mais aussi dans la performance, de par justement cette stabilité à basse vitesse qui permet effectivement de mieux remonter au près. Après, tout est relatif, mais de se sentir un peu mieux équilibré dans le light wind en fait. Et qui permet du coup, avec un peu plus de stabilité, un peu plus de longueur de fuselage, d'avoir un peu plus de glisse, puisqu'on peut modifier les angles des ailes et des stabs qu'on met dessus, quoi. Et potentiellement aussi augmenter les performances en slalom dans le vent flux fort ou en speed, voilà, quand ça souffle un peu, quoi. Ok, ça marche, top. Merci Antonin pour ce retour. Je continue. Alors peut-être une question plus pour Antonin. Y a-t-il un réel intérêt mécanique à utiliser un foil platine avancé par rapport à un foil deep total dans le tail? Alors, j'ai pas bien compris. On parle. Ouais, alors si FX je peux plus préciser un peu plus ta question, je pense qu'on parle plus pour le coup sur la gamme Sub Surfoil, je pense. Y a-t-il un réel intérêt mécanique à utiliser un foil platine avancé par rapport à un foil Deep Total dans le tail? Ah oui, oui, d'accord. Un intérêt mécanique. Je ne sais pas si l'intérêt est mécanique, là, ça change. En fait, Marc, ça change tout, en fait, le fait d'avoir un Mac qui soit plus avancé. Je ne sais pas si c'est un intérêt vraiment mécanique. À position égale, je ne sais pas si c'est un intérêt mécanique, mais là, le fait d'avancer le mât, ça va surtout Ça va modifier. changer le comportement. En fait. Ça modifie complètement les appuis. Plus le mât est avancé, en fait, et plus tu as un foil. Si les réglages du foil sont les mêmes,
plus le foil sera avancé, plus il sera puissant, quoi. Donc là, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que la question a été posée. Et après, en intérêt mécanique pure, je pense que ça se vaut. Entre un boîtier Deep Tuttle et une platine, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre soit plus résistant en termes mécanique pure. Là, ça va vraiment être en fonction de la pratique, quoi. En surf, sup, on va plutôt chercher à avoir un boîtier effectivement un petit peu avancé. Et sur une pratique wind foil freeride, effectivement, on a des foils qui sont plutôt situés dans des boîtiers Tuttle et plutôt effectivement vers le tail de la planche, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, bah, le FX, du coup, n'hésite pas à nous dire si tu as besoin de plus d'indications dans la conversation. On le note, hein, Xavier, si vous faites des nouvelles ailes, bien garder l'adaptation des T-bars actuels, c'est bien noté. Top. On peut continuer. Oui, j'avais une question justement pour revenir un peu sur l'épaisseur des ailes. Aujourd'hui, un peu l'influence en termes de design justement de l'épaisseur des ailes. Je prends vraiment encore l'exemple comparatif entre la gamme Alpha, on a des ailes un peu plus épaisses, et la gamme Windfall, on a des ailes plus fines. Quel est l'impact en fait de cette épaisseur-là? En fait, c'est deux programmes totalement différents avec des vitesses de décollage et des vitesses de croisière qui sont pour l'instant différentes. Sur les gammes subfoil, surfoil, on a ce qu'on appelle des profils plus tolérants en fait, qui permettent d'aller chercher des angles plus élevés. Donc on a un nez beaucoup plus arrondi, qui est beaucoup plus tolérant aux différences d'angles. Parce qu'on va chercher des angles, on est à des très basses vitesses, entre guillemets, et notre foil va avoir des angles, des variations d'angles assez importantes. Et on a tendance à vouloir décoller, c'est moins linéaire qu'en windfoil, quoi. En windfoil, on voit moins de variations d'angle. Et c'est de là que vient cette différence c'est pour ça que nos profils sont très différents entre le windfoil et le surfoil ou subfoil. Ok, ça marche. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question, mais tu l'as présenté un peu au début. On parle beaucoup d'aspect ratio. C'est possible de rentrer un peu plus dans les détails justement de l'influence de cet aspect ratio. Pourquoi une telle aile, en fonction du programme qu'on veut faire, aurait tel aspect ratio et vice-versa? Oui, l'aspect ratio, on a vu avec le planeur, en fait, le planeur n'a pas de moyen de propulsion, donc il cherche une glisse maximum. Et en fait, cet aspect ratio, d'avoir des ailes très allongées, ça diminue la traînée. Donc, c'est super efficace, mais ça entraîne après d'autres entre guillemets problèmes. C'est on a quand même besoin d'une certaine surface. Après, on va pas faire des ailes d'1,50 m non plus, c'est compliqué. Après, il y a des problèmes de structure. Et après, on arrive aussi à des cordes tout petites, quoi. Si on dit qu'on a une aile, je sais pas moi, 700, et qu'on la met à 1500, on arriverait à des 1500 d'envergure, on arriverait à des sections tout petites qui structurellement se baladeraient comme ça. Et il y a un autre problème qui rentre en jeu, enfin un problème ou pas, c'est du coup on aurait les ailes qui sortent de l'eau. Il y a différentes problématiques en fait. Il y aurait de la flexion, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que quand on veut faire de la perf, on va privilégier des aspects ratio assez hauts. Et après, ça a aussi une notion des ailes larges. Pour le contrôle latéral, ça a aussi une grosse influence, quoi. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte au-delà de l'aspect ratio. Mais c'est vrai qu'une aile, plus on peut pousser l'aspect ratio pour la performance, mieux c'est, avec les limites que je viens de citer. En fait. Ok, ça marche, top. Et justement, bah, pour toujours continuer sur cet aspect perfo et design, on voit notamment, alors ce n'est pas encore, enfin, on le voit moins justement dans la gamme Sup, Wing et Surfoil, mais plus sur l'aspect Windfoil, on voit donc l'apparition d'oreilles justement sur les ailes. C'est possible d'en savoir un peu plus justement sur c'est quoi l'intérêt de ces oreilles, enfin ces winglets du coup qu'on peut retrouver sur les ailes. Les winglets, Ouais. en fait, c'est comme sur les avions. Ah, attends, t'entends moins bien, vas-y. C'est comme sur les avions Ouais, de ligne.
Ouais, c'est bon, vous Ouais, c'est bon. m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Sur les avions de ligne, on voit au bout des ailes, en fait, c'est parce que, je sais pas si vous avez vu, il y a des tourbillons au bout des ailes qui se créent. Et en fait, et ça, c'est des perturbations. Qui dit perturbation dit traînée. Et en fait, le fait de rajouter ces winglets, ça diminue cette traînée, quoi. Donc, en fait, ces tourbillons, ça vient du fait de, comme je vous ai montré tout à l'heure, la pression, la dépression. Mais en bout d'aile, et ben, du coup, la pression et la dépression se rejoignent et ça crée ces tourbillons. En fait. Et du coup, le fait de mettre des winglets au bout, ça permet voilà, de diminuer cette perturbation. D'accord. Et du coup, il y a une question qui est tout de suite enchaînée par rapport à ces oreilles-là. Est-ce nécessaire, du coup, à basse vitesse? À basse vitesse aussi, ouais, parce qu'en fait, à basse vitesse, c'est là où on met le. Où est-ce que c'est. Ouais, ouais. Moi, je dirais que c'est tout le temps. Ok, Tout le temps, tout le temps. ça marche. Top. On commence à avoir fait un joli tour, je pense, sur l'aspect design. Je ne sais pas s'il reste quelques questions. Toujours dans l'onglet converser, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est là pour répondre. On va attendre 2-3 minutes que les questions arrivent. Et puis sinon, on s'arrêtera là sûrement pour certains ont peut-être encore des cadeaux de Noël à terminer. Genre, parce qu'il est bientôt 18h. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Ah, il y en a une qui vient d'arriver d'Alban. À surface égale, alors on rentre vraiment on rentre sur du produit pour AFS. À surface égale, Carver, aile épaisse et volumineuse ou Flyer, aspiratio élevé, laquelle décolle le plus vite à très basse vitesse? Même surface. À surface égale, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je dirais que ce serait la Flyer. Parce Ok. que cette histoire d'aspect ratio. Ok, par rapport à l'aspiratio, du coup. Ouais. Mais après, ces deux ailes qui sont totalement différentes aussi. Il y en a une qui est faite pour tourner plus et il y en a une qui est faite pour glisser plus, quoi. Ouais, on comprend vraiment les termes que tu disais au final au tout début, l'aspect glisse avec l'aspect ratio, quoi. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, quoi. Ouais. Là, on a une question de Benoît. Je pense que si Tanguy, donc Tanguy au Wingman qui se cache derrière, voilà. Si tu veux répondre à la question, il y a une question pour toi. Donc Tanguy qui est président de Folenco, je vais t'activer ton micro quand même. C'est un peu dommage de ne pas avoir activé ton micro. Hop, tu vas pouvoir activer. Il y a une question pour toi. Quand verra-t-on une Folenco gagner le mondial de mock international? On attend plus le bon rider, mais je crois qu'avec Benoît, on l'a trouvé, donc ça c'est impeccable. C'est quand le prochain mondial? On travaille dessus, ouais. On bosse sur les bosses aussi. Donc, apparemment, du coup, vous connaissez, si je comprends bien. Bah oui, qui ne connaît pas le célèbre Benoît Marie? On n'est pas complètement caché du coup derrière, même derrière Mais les réseaux le sociaux. problème, c'est que Benoît Marie va bientôt essayer le wing foil, donc il va peut-être laisser tomber son mot. Top, ça marche. Je crois qu'on commence à arriver là sur le bout des questions. Merci à tous du coup d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura, il y en a une dernière. Bon, je reprends la dernière. J'ai été bluffé par la facilité de la Carver. Dans quelle mesure la Flyer est plus ou moins stable? Alors, j'ai été bluffé par la Carver, Ouais, la Flyer. j'ai été bluffé par la facilité de la Carver. Dans quelle mesure la Flyer est-elle plus ou moins stable? Tu veux que je réponde, Marc? Vas-y, si tu veux. Parce que j'utilise pas mal ces deux types d'ailes, donc l'influence des aspirations dans l'utilisation surfoil. Moi, je fais beaucoup de wing foil. En ce moment, je suis assez adepte des ailes type flyer, parce que j'ai plus tendance à naviguer sur des plans d'eau un peu fermés. Je navigue en rade de Brest. Des gens qui vont privilégier la navigation dans des vagues, donc qui ont besoin d'avoir des quick turns, donc ils ont besoin de carver, donc c'est un peu ce type d'aile là. Donc les carvers vont vraiment être très, très efficaces.
Le gros avantage des flyers, c'est justement cette aspect ratio élevé leur permettre d'aller développer une portance assez rapidement. Pour donner un petit exemple, moi je fais 102 kg, enfin un peu moins, je dois faire 100,7 parce que je maigris un petit peu en ce moment. Et je navigue en flyer 1300 en aile quasiment maximum. Ça vous donne un peu une idée. Puis je prends 5 mètres carrés en taille de wing. Donc après, il faut avoir le coup pour pomper et développer comme une puissance suffisante dans la wing et le coup de pumping pied, enfin le coup de pumping jambe plus le coup de pumping wing pour partir. Mais une fois qu'on est parti, il n'y a pas beaucoup besoin de beaucoup plus de surface. Donc on a deux ailes à philosophie complètement différente. Ça demande d'être essayé, les deux types, parce que même avec des carveurs sur les petites surfaces, même avec des flyers, excusez-moi, sur des petites surfaces, donc avec pas trop de span, et ben on peut faire aussi du quick turn sans faire trop sortir les ailes de l'eau. Et après, il n'y a pas de recette miracle, c'est presque une sensation de feeling, c'est deux choses. Mais comme disait Marc tout à l'heure, sur l'aspiratio, une Carver 1200 sortira un petit peu moins vite qu'une Flyer 1300, entre guillemets, avec des surfaces quasiment égales. Une aile à aspiratio élevée avec à portance égale, donc forcément avec une aile à faible aspiratio comme une Carver qui devra avoir une surface supérieure, bah, ira plus vite à un moment donné. Mais il y a vraiment une question de feeling. Mais une Carver sera en effet en général plus stable si on veut faire des petits tricks, des turns rapides, des virements rapides et des choses comme ça. Dans l'assemblée, je vois qu'il y a un utilisateur aussi qui est Alban, là, qui utilise un peu les deux types d'ailes, qui navigue beaucoup en flyer. Mais, en flyer, oui. Mais c'est vraiment deux styles différents. Mais chacun doit choisir son style. Top. Merci Tanguy pour ce retour. Du coup, il répond par une autre question juste. Dans 10 nœuds pour un gabarit de 68 kg, la 1000 flyer pour interrogation. Ouais, oui, c'est tout à fait possible. En fait, le problème aujourd'hui de la wing, on est plus limité par rapport à la puissance des ailes de wing foil. Donc le gabarit est important aussi, forcément. Hein, c'est plus dur de faire décoller un gros bébé de 100 kg comme moi avec une aile de 5 mètres carrés qu'un petit jeune ultra dynamique de 60 kg. On va être clair là-dessus. Alors qu'en wing foil, on peut monter jusqu'à des surfaces de voile qui sont importantes, jusqu'à 10 voire 11 mètres carrés maintenant, et voir des 9 mètres carrés en wing foil, c'est pas quelque chose maintenant de très rare en fait sur les plans d'eau. Donc une mille bien menée avec un bon système de pumping peut être menée, oui, dans le petit temps avec un petit gabarit, c'est léger. En fait, une fois qu'on a commencé à voler, on ne s'arrête plus. C'est vraiment le take-off qui est limitant aujourd'hui sur ce sport, le wing foil. Mais si je prends un exemple, Bruno navigue beaucoup en flyer 1000. Et Bruno, c'est Bruno aussi, il a une très bonne technique, mais il est capable de décoller dans 7-8 nœuds au pumping avec une flyer 1000. Ok, ça marche. Je pense qu'on va clôturer là. Il va bien pas tarder à 18h, donc c'est parfait. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, je pense, de toute l'équipe Folenco. Je vous enverrai un petit questionnaire justement pour avoir vos retours. Il y aura un prochain webinaire qui aura lieu à la rentrée sur la production vraiment de nos foils et la production de façon générale. Donc, on parlera des différents matériaux qu'on peut utiliser pour construire un foil, les différents process de fabrication. Donc, je vous enverrai un petit mail pour vous tenir au courant de ça. Bonne fête à tous, bonne soirée et puis à bientôt. Salut. Merci. Au revoir.